Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire, votre chaîne ludique sans langue de bois. Dans cette vidéo, je vous propose un rapport et réaction sur les chroniques de Drunagor. Mais avant d'aller plus loin, on va faire une petite introduction, un petit prologue sur ce jeu. Donc déjà, pour ma part, avant de commencer la partie, je vais essayer de vous situer un petit peu mon état d'esprit par rapport à ce jeu. Déjà, pourquoi je l'ai pris? Qu'est-ce qui m'a fait on va dire franchir le pas pour acquérir les chroniques de Drunagor. Donc déjà dans un premier temps c'est me faire mon propre avis. Dans un premier temps c'est très important. La deuxième chose c'était la narration qui moi m'intéressait beaucoup. Il semblait qu'elle était relativement assez riche, etc. D'après certains, un peu plus pauvre d'après d'autres. Mais moi j'aime beaucoup les jeux narratifs et pourquoi pas encore plus dans un univers médiéval fantastique. Ensuite, autre chose qui m'a assez interpellé, c'est la capacité à pouvoir modeler son personnage d'après un arbre technologique. Ça, et puis varier, mélanger les classes en même temps. Je trouvais ça vachement chouette. Donc je me suis dit, bah, ça, il faut que j'essaye, il faut que je sais que ça peut être super cool, donc on fonce là-dedans. Et enfin, un autre point qui a été pour moi assez un événement déclencheur pour l'achat, c'est ce système de petites cartes dépliantes qui représentent les portes du jeu avec un QR code qui va augmenter la rejouabilité de votre jeu. Voilà. Et enfin, dernier point et pas des moindres, je trouve la rejouabilité. Beaucoup, je trouve, critiquent trop la rejouabilité de manière négative sur ce jeu, alors que pas du tout. C'est un jeu qui est extrêmement profond, a priori, où il y a une multitude de rejouabilité de par les personnages, de par les choix narratifs que l'on va entreprendre, et en même temps par les résultats que l'on obtiendra. Donc je suis persuadé qu'on n'aura jamais la même partie, même si on reprend les mêmes personnages. Je dis bien les, parce que moi je vais m'orienter dans une partie avec deux personnages, donc ce sera déjà de base complètement différent de ceux qui en prennent, on va dire une campagne qui est avec un seul, d'accord. Et de fait, simplement d'avoir deux personnages, on a toujours un méchant qui est tiré entre guillemets au hasard dans la mise en place. Donc vous n'aurez jamais ce même méchant, à part on va dire une certaine manque d'aléatoire, quoi, voilà. Mais justement pour pallier à ce souci, de mon côté j'ai fait en sorte d'avoir pas mal d'extensions, parce que c'est vrai que si je me contentais que de la boîte de base, il y avait une certaine redondance au niveau des monstres. Donc j'ai pris quasiment toutes les extensions, sauf deux qui sont l'âge des ténèbres je crois, et le machin avec un esprit un petit peu Lovecraft, Lucanor, un truc du genre, quoi. Voilà, bon. À part ça, de toute façon, vous le verrez à travers différentes vidéos, de toute façon. Et écoutez, on perd pas plus de temps, on se lance tout de suite dans la première partie. Voilà, donc du coup, ma première partie vient d'avoir lieu. J'ai passé un très agréable moment, si ce n'est plusieurs choses. Je vais commencer déjà par les petits points négatifs, comme ça, voilà, on les met de côté. Sur ma première partie, les impressions ont été les suivantes. Énormément de mots-clés, ça s'arrête jamais. Il y a 36 000 mots-clés, c'est lourd, vraiment c'est très lourd à apprendre, à retenir. Ils ont tous des mots qui sont en plus assez similaires et parfois pas assez intuitifs. Alors est-ce que c'est un problème de traduction ou un problème simplement de créativité au niveau des appellations des attaques ou des mots-clés, je sais pas, ça je peux pas vous dire pour le moment, mais c'est vrai que là, voilà. Ensuite, autre point négatif, les règles, il y a beaucoup d'erreurs de règles, je trouve, et heureusement qu'il y a une énorme fanbase sur le jeu avec la page Facebook, le groupe Facebook, avec des personnes qui font un travail extraordinaire pour corriger tous ces défauts-là et nous permettre, nous faciliter la vie. Je pensais très sincèrement pouvoir faire ça, et me dire bon ben je regarderai une fois de temps en temps, mais non, concrètement j'ai toujours le téléphone à côté de moi avec toutes les règles qui sont modifiées, donc les aides de jeu, et en plus les personnages ont des mots clés spécifiques, donc utiliser ce type d'aide de jeu pour vraiment me faciliter la vie, parce qu'il y en a vraiment une flopée. C'est vraiment pas très agréable de jouer dans ces conditions là. Quand on découvre le jeu, il y a vraiment beaucoup trop de mots clés. Je suis d'accord que le tuto est très bien fait et nous met vraiment bien dans le bain. Je suis d'accord aussi que le premier scénario, le début de la campagne, reprend bien toutes les mécaniques du jeu jusqu'au livret d'interaction, mais je vais y revenir après. Et c'est vrai que les règles parfois sont mal traduites
ou alors extrêmement ambigu. Il y en a certaines qui disent une chose, d'autres qui disent l'inverse de ce qui a été dit avant, donc du coup on sait plus trop quoi bien comprendre. Donc bref, les règles c'est un calvaire, ils ont écrit je sais pas comment, mais en tout cas il y a un gros problème au niveau de la traduction. Voilà, ça c'est pour moi un des premiers points. Vraiment, n'hésitez pas si vous voulez écrire le jeu, vous allez sur le groupe Facebook, vous sortez les fiches qui ont été mises à jour, et vraiment ça vous simplifie la vie, mais énormément. Ensuite, ça c'est dit, on continue au niveau du matériel. Donc du coup, j'ai quand même eu le temps, je vais en parler là comme ça c'est fait. J'ai déjà mis donc du coup la mise en peinture, etc. Je trouve que les figurines, il y a vraiment deux poids deux mesures complètement différents. Il y a des figurines, elles sont relativement bien faites. Il y en a d'autres vraiment, elles sont super mal faites. C'est plat, il n'y a pas de relief. C'est vraiment pas très joli. Ça manque de posture dynamique. Ça manque de vivant au final. Et j'ai trouvé que c'était vraiment pas très agréable à peindre à cause de ça. Le manque de détails, le manque de volume ou simplement le manque de posture dynamique. Ça fait assez plat. Surtout, alors pas forcément du côté des héros, quoique parfois on a l'impression qu'ils ont rajouté un morceau de plastique pour dire voilà on fait la liaison comme ça. On comprend pas trop ce qui se passe, mais au moins voilà, il y a la liaison, elle est faite, la pièce elle tient. Je trouve ça vraiment dommage. Donc il y a un manque de finition, je trouve, au niveau des figurines. Il y a un manque de finition au niveau des game trades, dans le sens où c'est pas optimisé aux petits oignons comme on pourrait attendre des game trades. Alors, non, moi franchement, je ne vais pas critiquer l'insert où on met les jetons, parce que les jetons, on en a vraiment beaucoup trop en fait au final. Ils ont été trop généreux, je trouve, à ce niveau-là. Ils auraient pu investir les plaques peut-être pour d'autres choses. La place éventuellement pour d'autres choses aussi. Donc non, moi il y en avait trop, je les ai laissés en fait toujours punchés. Et elles sont en dessous des inserts. Et si jamais j'ai un jeton qui vient s'abîmer ou autre, bah, j'en prendrai un de rechange, quoi. Voilà. Ensuite, autre petit défaut pour moi au niveau du matériel, c'est l'ergonomie, la manière dont c'est rangé dans la boîte, etc. Quand on veut sauvegarder le jeu, bon bah c'est effectivement pas très pratique si on a plusieurs personnages. Ça c'est dommage que ce soit pas assez bien pensé, je trouve. Mais ça reste un détail. Moi je sais que le jeu va rester sur la table, donc là-dessus, bah, je me dis ça me concerne pas trop, mais je pense à ceux que ça peut concerner, ça peut être assez compliqué. Sinon, créer soi-même ses propres rangements et ses propres fichiers de sauvegarde, parce que je trouve que c'est pas assez bien foutu. Donc je ne me prendrai pas le risque de sauvegarder mon jeu. Il restera en l'état et sur la table. Voilà. Ensuite, là-dessus, là c'est les premières choses qui me reviennent à l'esprit quand j'ai joué. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire encore au niveau du matériel? Ah oui, les player trays. C'est une extension encore une fois du jeu. Je vous recommande vivement de les avoir. C'est super agréable, c'est malin. Et ça donne encore du volume au jeu, c'est vraiment super chouette. Par contre, cette fiche là, la fiche là, ça me fait penser au tout début de Terraforming Mars, où pourtant ça date de quelques temps, où on disait ouais, c'est dommage, on a que des morceaux de papier sur lesquels on met des cubes et ça glisse facilement avec les ressources et compagnie. Là c'est exactement la même chose, quoi. On a des game trays de partout, et là on a un truc qui fait tâche avec des cubes qui bougent dans tous les sens. Juste un plateau double couche où on pouvait imprimer dessus, mettre les cubes dessus, bah ça me fait dire que je vais devoir imprimer un truc en 3D pour essayer de m'en sortir et faire quelque chose qui soit plus joli sur la table et plus pratique, et que je vais pas balancer ma main et tout foutre en l'air, quoi. Donc non, cette partie là du jeu est assez mal faite. Voilà. Au-delà de ça, on va passer sur les côtés positifs. Donc la narration, je la trouve assez immersive, très intéressante. Je vais y revenir après. Et pour ce qui est ensuite du matériel, du gameplay, de la dynamique du jeu, c'est très bien ficelé. C'est bien foutu. Le système de cubes, au début, je me disais, bah, avec un système de cartes, ça révolutionne pas grand-chose. En fait, je pense qu'on se rend compte du système, de l'ingéniosité du système quand on y joue. Pas quand on est vraiment très spectateur. Pourquoi? De par les choix qu'on fait, et de par aussi le fait qu'on a beaucoup plus de capacités disponibles que ce que l'on a de cubes.
Du coup, ça fait varier énormément les possibilités, chose qu'on ne pourrait pas rencontrer avec un système de cartes où c'est fixe. On a 5 cartes, on a 5 actions. Là, par exemple, j'ai 5 cubes actions, mais je peux faire 7, 8 actions. Du coup, les cubes d'une manche à une autre, où on va retirer une capacité, on garde la même quantité d'actions, chose qui ne serait pas le cas si on aurait un deck de cartes. Donc là-dessus, c'est vrai que je me suis fourvaillé en pensant que c'était pas si révolutionnaire que ça, alors que le système de cubes l'est totalement. Voilà, donc un très bon point là-dessus, c'est super malin, c'est très stratégique, c'est très technique, et vraiment ça a été une énorme bonne chose, une bonne découverte, je me suis régalé. Ensuite, au niveau du gameplay, avec la possibilité d'avoir un vrai dungeon crawler, donc on découvre les choses les unes après les autres, on n'a pas tout le terrain, le donjon qui est déployé, et puis on peut anticiper un petit peu la manière d'un dungeon saga dans les règles de base, j'ai envie de dire, et ça c'est super chouette. Voilà. Ensuite, autre chose qui m'a assez déconvenu, par contre, j'y reviens, je parlais de la narration. Alors la narration, elle est dommage en fait, sur un point, c'est qu'elle utilise le vous du vouvoiement, le vous tu, pas le vous groupe. Je trouve que ce qui manque dans la narration, si on joue à plusieurs, ben en fait, il y a un problème d'immersion au final, parce que c'est du tutoiement, on pourrait le remplacer par du tutoiement, ce qui est dommage. Alors que le vous groupe aurait été plus immersif si on jouait à plusieurs. Donc est-ce que la campagne est plus orientée pour du solo, ou est-ce que c'est simplement y avoir une maladresse et de ne pas y avoir pensé? Ça je peux pas vous dire. Surtout que ça aurait été très facile dans le prologue de dire bon ben vous accompagnez de vos amis, vous accompagnez de votre groupe, vous vous réveillez à côté de vos amis dans cette situation. Voilà, vous voyez, ça aurait été largement plus facile et assez, je trouve, facile à amener pour améliorer, on va dire, l'imprégnation du jeu. Alors bien sûr, ces petits mots-clés que je vous proposais de rajouter, et bien en fait il suffisait juste de les mettre entre parenthèses sans changer vraiment tout le sens des phrases, et ça aurait fait sens, je trouve, pour une partie multi. Bon, c'est pas le choix qui a été pris, c'est pas non plus grave, mais néanmoins voilà, il y en a certains que ça peut rebuter. Moi au début ça m'a fait bizarre. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de la narration et du divulgachage, etc., je ferai en sorte qu'il y en ait le moins possible justement du divulgachage, mais laissez-moi quand même mettre les grandes lignes pour que vous compreniez un petit peu ce qui se passe et où j'en suis arrivé. Donc, dans le prologue, on incarne une personne qui a tué quelqu'un, en gros, une personne qui était très chère, et on est en ballottage entre il fallait le faire, c'est une bonne chose, et le regret. Ce qui fait qu'on est une personne qui est très tourmentée et perdue. On se retrouve dans un village et on est soutenu, supporté, accompagné par un moine, un prêtre, qui nous fait, on va dire, une rétrospective objective de ce que l'on a vécu. Voilà, une personne qui vient nous accompagner. Dans ce village, on entend des cris. On décide plus fort que nous d'aller prêter main forte. Il y a donc des morts vivants qui ont pris d'assaut un village. Il se passe des choses. Et on arrive à la fin où, quand on finit le scénario, on les a vaincus avec le livret découvert qui nous propose de faire certains choix. Et quoi qu'il arrive et quoi qu'on en dise, le choix que l'on fait à la fin, ben, quand vous referez une partie, il se peut que vous ne fassiez pas le même. Et du coup, ça changera ce que vous obtiendrez au niveau des récompenses. Et ça, c'est très bien fait. Je soulignerai aussi, j'en ai pas assez parlé, je vais en profiter maintenant, des traces pour le 3D. Ça n'est pas que du tout de la cosmétique, comme on pourrait dire, ça reste aussi quelque chose de stratégique. Vu qu'on est en surplomb, on a plus de force, etc., plus de précision, on fait plus de dégâts, etc. C'est vraiment très malin à ce niveau-là. Je trouve aussi que le jeu apporte beaucoup de points positifs avec sa frise d'initiative qui donne des rôles qu'on va pouvoir changer d'un scénario à l'autre à nos personnages. Et donc,
initiatives différentes, stratégies différentes, façon de réfléchir différentes. Et ça, d'une partie à une autre, vous ne pourrez pas le refaire. C'est sûr et certain. Donc la rejouabilité est terrible, encore grâce à ça. Voilà. Donc là pour le moment, je n'ai que quasiment du positif à vous donner au niveau du gameplay. J'ai un petit peu du négatif à vous donner au niveau du matériel, de la finition et des règles. Mais franchement, en somme, ça donne énormément envie de passer à la suite. J'ai été relativement long sur ce premier chapitre au niveau donc de mes sensations et de ce qui s'est passé. Vous voyez, j'ai été très très bref au niveau de la scénarisation. Et j'ai essayé de vous apporter encore plus de choses dans les parties à venir. Voilà, donc je ne perds pas plus de temps, je passe à la deuxième partie qui pour moi est très attendue. Voilà, donc du coup je viens de terminer ma deuxième partie, le deuxième chapitre des Chroniques de Drunagor. Alors, franchement, épique. La partie a duré plus de 3 heures. C'était, comment dire, très... On est dedans, c'est très immersif. On prend beaucoup de plaisir à... tout simplement à chaque échange, chaque stratégie, chaque monstre qu'on détruit a un impact sur ce qui va arriver par la suite, etc. Est-ce qu'on ouvre la porte maintenant, pas maintenant? Les ténèbres qui nous suivent pas. Bref, comment gérer tout ça? Et franchement, c'est extrêmement tendu. J'aime beaucoup. Ça ne nous donne effectivement pas le temps de tout faire, mais en même temps suffisamment pour faire ce qu'il faut aussi. Donc ça montre un équilibre certain au niveau du jeu. Franchement, très agréable au niveau du gameplay. Le système donc de cubes, etc. Encore une fois, je pense que j'y reviendrai régulièrement parce que c'est vraiment très malin, c'est super bien pensé. Et simplement, il y a une mise en mécanique du jeu qui tourne vraiment autour de ça et des ténèbres en fait. C'est super bien équilibré et en bref, très agréable. Pour ce qui est de la narration, donc là encore une fois, on est toujours avec le vous du tutoiement, hein, le vous tu. Ok, bon ça encore une fois, c'est pas bien grave. On est en gros, on arrive dans une... on escorte donc des villageois en question par rapport au chapitre antécédent. On va donc créer une certaine société et on va essayer de barricader cette société-là avec le maire, etc. qui va nous proposer de partir, entre guillemets, proposer, hein, parce que on te pousse un peu à le faire, quoi. À l'assaut d'une cathédrale qui est censée renfermer le nid de tous ces monstres et ces morts vivants. Donc c'est de ça qu'il s'agit au niveau donc du scénario. On va rentrer dans une cathédrale pleine de morts vivants. On va se rendre compte de plusieurs choses avec un événement final qui est aux petits oignons extraordinaire qui de suite met en tension et te dit waouh, il faut que j'aille voir ce qui se passe dans le chapitre 3 parce que tu peux pas t'arrêter à ça. Pour ce qui est de la narration, on retombe sur on va dire un schéma au niveau scénaristique de plusieurs histoires fantasy, etc. qui est assez redondant malheureusement. Ça c'est un petit peu ce que il n'y a pas de surprise entre guillemets. C'est tout. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans pas mal de dessins animés ou autres, on a toujours, on n'a pas le méchant qui se cache, qui attend la fin et qu'on va chercher justement. On le voit au tout début. Il y a un premier affrontement qui se fait et on a un dénouement différent en fonction de ce qui se passe. Et voilà. Alors qu'on pourrait avoir des choses un petit peu différentes. Là, c'est du déjà cuisiné, c'est dommage. Voilà, ça c'est juste le tout petit détail qui fait que éventuellement on aurait pu faire un petit peu mieux. Mais bon, c'est vraiment un détail. Voilà. Ensuite, autre chose très importante. Je me suis aperçu qu'il allait falloir ça absolument. Alors vous voyez, il est entièrement vide et tout. Il est vide parce que comme j'ai dit, je vais rien sauvegarder de particulier. Par contre, il y a pas mal de mots-clés au cours de l'aventure. Encore des mots-clés, me direz-vous, qui vont servir à débloquer certaines petites choses. Alors, dans Arena The Contest, je ne sais pas si pour ceux qui ont suivi mes vidéos là-dessus, je vous disais, il y avait toujours un petit chapitre d'introduction qui nous donnait des bonus et des malus. Et entre guillemets, c'était bien tourné, avec une bonne scénarisation et tout, puis hop, ça découlait sur l'histoire et le scénario. Là, c'est pas tout à fait pareil, mais on a des petits checkpoints qui nous donnent la possibilité
de donner un petit peu d'aléatoire à ce qui va se passer au niveau de la partie. Par exemple, moi, pour ma chasseuse, Maya, au tout début, lors de la mise en place, il n'y a rien, il y a juste des points d'interaction. On regarde les points d'interaction et il se passe des choses. On a des bonus, des malus avec ce point avec ce premier interlude du chapitre. Et c'est une fois qu'on ouvre la porte que le chapitre commence vraiment. Donc avec Maya, j'ai eu du négatif. Avec le Lord, j'ai eu énormément de positifs, je trouve. C'était très fort, du moins sur lui, c'était très fort. Là, ça fait que, en gros, là, j'avais Maya qui ressemblait vraiment à une chasseuse avec des pièges et tout. Le gameplay est vraiment extrêmement bien pensé et personnel par rapport à chaque héros. J'aime beaucoup, c'est très bien fait. On sent vraiment l'individualisation du personnage à chaque fois. Et là, pour le Lord Vras, on est vraiment sur un Dark Vador, hein, c'est sûr et certain. Le mien, il fait autant de dégâts physiques que de dégâts magiques. C'est épique. Donc voilà, enfin bref, moi je me suis régalé avec le bonus que j'ai eu, je me suis régalé. Bref, donc 3 heures de partie, 3 heures où on arrive à un scénario, à une fin qui est, je trouve, là pour le coup, très intéressante. Et donc arrive la phase de campement où on nous propose en fait de récupérer un objet. Donc au niveau des objets, pour le Lord, je suis parti sur le symbole inférieur mystique. C'est une priorité passive, donc ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça ne nécessite pas de cube d'action pour que ça s'active, ça marche tout le temps. Et en fait, c'est un dégât bonus sur chaque attaque magique. Ce qui fait que juste par un passif, j'ai en gros, pour les capacités du contrôleur, j'ai soit augmenté de 50% ses capacités, soit doublé ses capacités. Ce qui est énorme juste au niveau statistique, d'accord? Voilà, donc moi j'ai gardé ça, ça me va très très bien pour lui. Et ça marche et ça match parfaitement avec ce que je vais en faire, une sorte de Dark Vador corps à corps et en même temps à distance, donc parfait, c'est ce que je voulais. Il y avait plusieurs autres alternatives, hein, on peut très bien faire l'orienter beaucoup plus résistant, etc. Puisque jusqu'ici, effectivement, j'ai pas beaucoup de réactions et en même temps, j'ai pas beaucoup d'armure. Mais en même temps, je me dis, j'encaisse, faut pas avoir peur parce que je fais beaucoup de dégâts après derrière, donc voilà. Ensuite, Maya, elle, je suis parti sur cette amulette de pouvoir qui va, on va dire, aider à la préparation de sa prochaine attaque. On met un cube et lorsqu'elle va réattaquer, on va pouvoir relancer le dé. Si en relançant le dé, on fait des dégâts, on double les dégâts. Alors imaginez, vous relancez le dé, vous faites un 20, vous multipliez les dégâts par 4. C'est quelque chose qui était censé faire 5 dégâts, vous le transformez de suite en 20, donc c'est du one shot parfois de personnage, enfin régulièrement, donc c'est très fort. Voilà, j'avais pas trop d'idées, parce que j'ai réussi à débloquer pas mal de choses au niveau du matériel de ma chasseuse, qui fait qu'elle est déjà très très bien, je trouve, au niveau de dégâts, avec son arme principale. C'est vrai qu'en armure, elle est complètement nulle, mais bon, elle sert pas à ça, hein, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, effectivement, je trouve que lors de la mise en place, c'est très bien pensé, c'est bien mené, mais il manque vraiment des précisions, je trouve, sur ce que l'on doit vraiment mettre en place. Par exemple, il y a un moment, on te dit, ben voilà, il y a des archers sbires. Tu regardes dans tous tes personnages et tout, de cartes, monstres blancs, verts, machin, novices, etc. Tu n'en trouves pas. Tu te dis, bah ouais, il manque un truc. Ben non, en fait, faut pas oublier qu'il y a d'autres cartes. Et il y a des monstres, en fait, il y a un paquet de cartes qui est des monstres de scénario. Et c'est dedans qu'il faut aller chercher l'archer sbire. Donc pour ça, je vous le dis, il est là. Et ensuite, pour la mise en place de certains gros monstres, etc., il y a des decks spécifiques donc, aux monstres. Donc, moi je le savais, mais si vous ne le savez pas, il y a un deck spécifique pour les gros monstres, avec un pattern qui est mis en place en fonction de la piste d'initiative. Donc les runes que vous tirez tout au long du scénario ont un impact sur ce type de boss-là. Donc je préfère vous le dire, parce que ça peut mener à réflexion. Sur est-ce que je dois accélérer au niveau de ma partie, est-ce que je sens que je peux accélérer, ou est-ce que finalement je peux prendre un peu plus le temps et accepter d'encaisser un peu plus les ténèbres. Voilà. Bon, ça après vous le sentez en fonction de la durée de votre partie du scénario, je pense aussi. Voilà. Pour ma part, je pense que j'ai fait le tour sur ce que je voulais dire au niveau de ce chapitre 2 que je trouve vraiment dantesque.
Et ceux qui se sont arrêtés au premier chapitre et qui pensent avoir fait le tour du jeu en ayant fait ce premier chapitre, ou du moins au niveau des mécaniques, etc., eh ben, ils n'ont rien compris. Je vous encourage vivement à faire le chapitre 2. Et de toute manière, ce chapitre 2 mène vraiment à aller faire ce chapitre 3 que je vais m'empresser d'aller faire. Voilà, donc du coup, troisième chapitre des Chroniques de Drunagor terminé. Alors déjà, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce chapitre? Déjà, j'ai passé un super bon moment. Le plateau est gigantesque, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et un nouveau type de gameplay. Donc, je vous situe un petit peu. On est dans une ville, a priori très huppée, très riche et moderne, donc du monde de Drunagor, où on entend et aperçoit qu'il y a l'armée des morts qui arrive donc sur les quais. On décide donc d'aller de l'avant parce qu'on aperçoit au loin une petite lumière qui nous fait penser éventuellement au roi mort-vivant qui serait là. Donc après moult péripéties, on arrive à y aller et il se passe des choses. Donc deux nouvelles choses arrivent dans ce scénario. Déjà un nouveau type de gameplay. Donc je sais pas si vous avez un petit peu fait attention, il y a 5 couleurs de jetons là, comme ça. Ces jetons, ça s'appelle des runes et il y a 5 couleurs différentes. Donc on va avoir un jeton de chaque couleur, donc une rune de chaque couleur qui va être disposée à travers le plateau et ils vont servir de point de spawn de monstres en fait au final. Donc un nouveau gameplay à ce niveau là et l'idée c'est d'arriver à fermer ces deux spawns. Moi j'ai compris qu'il fallait en fermer que 2 au maximum, un par joueur a priori, et ça déclenchait une avancée du scénario. Donc est-ce qu'on aurait pu fermer les 3, 4 et 5e runes? Je sais pas, c'est pas précisé. Si on pouvait, ça aurait éventuellement pu m'aider, mais bon, qu'importe, je l'ai pas fait. Donc on a déjà donc ce gameplay qui rentre en cours de partie, qui est vachement intéressant, parce que ça met, on va dire, une certaine prise d'objectif et une façon de voir le plateau différent. Là on est sur un dungeon crawler un petit peu différent de ce qu'on a vu, puisque là le plateau est déjà tout installé, il n'y a pas vraiment d'exploration, enfin il n'y a que 2 zones d'exploration exactement, qui nous réservent un petit peu des surprises, et c'est tout. Là, c'est les monstres qui popent un petit peu de manière hasardeuse. C'est ce qui fait aussi la rejouabilité du jeu, vu que vous n'aurez jamais les monstres qui vont repop au même endroit. Ceci étant dit, deuxième chose qui apparaît, le gameplay avec les commandants. Donc j'étais un petit peu perdu sur la manière dont c'était amené au niveau de la partie. Donc sachez que lorsque vous voyez un PC, c'est un commandant qui arrive. Alors après, est-ce qu'il fallait en tirer un au sort, jouer avec? Je sais pas, j'en sais rien du tout. Est-ce que c'était... Est-ce qu'à un moment c'est écrit, je l'ai gardé sous la main, PC, je me suis dit, bah ça y est, du coup c'est un cultiste particulier, donc j'ai trouvé un prêtre corrompu. Voilà, c'est ça, prêtre corrompu, PC et prêtre corrompu, donc je me suis dit que c'était celui-là qu'il fallait jouer. Mais après, PC, ça veut dire autre chose, c'est une quantité de points de vie en fonction de la quantité de joueurs. Alors là, du coup, j'étais un petit peu... je m'en suis aperçu à la fin. Donc ça veut dire déjà que bah, les commandants, on peut, à mon avis, les tirer au sort et choisir un petit peu contre qui on va jouer. Et ça change encore la rejouabilité, vu que vous ne tomberez jamais sur le même commandant, du moins sur ce scénario-là, puisqu'il n'est pas précisé un commandant en particulier. Ça passe, et enfin, encore une fois, rejouabilité supplémentaire, puisque les commandants viennent avec des petits decks de cartes, et on tire au sort 2 cartes, une par joueur, qui vont apporter, on va dire, un certain gameplay particulier en fonction des runes posées sur notre piste d'initiative. Donc tout ça fait que vous n'aurez jamais la même partie, quelle que soit la manière dont vous y prenez, en tout cas pour ce scénario. Donc c'est ce qui fait pour moi de Drunagor un jeu qui est extrêmement intéressant, de par sa complexité qui est très médiane, c'est pas trop dur, c'est pas trop simple, et en même temps sa rejouabilité qui est énorme. Je comprends pas pourquoi on dit que la rejouabilité est faible sur ce jeu, vu que l'aléatoire fait que on peut créer des parties tellement différentes avec un contenu complètement différent. Donc bon, soit, c'est pas mon avis, sachez que pour ma part, la rejouabilité est très intéressante. Ensuite, qu'est-ce que je voudrais dire? À part que j'ai passé un super bon moment sur ce scénario, que ben en fait, oui,
on va arriver sur le prochain scénario avec je pense, un compagnon qu'on va devoir escorter. Voilà. Donc du coup, à la fin du scénario, on nous propose de débloquer les premières capacités des arbres technologiques de nos personnages. Alors pour ma part, pour Maya, j'ai choisi d'orienter plus son côté chasseuse avec ses pets, hein, ses familiers, qui vont avoir des points d'attaque supplémentaires. Donc un point d'attaque supplémentaire. Donc le loup va passer de 1 point de dégâts à 2 points de dégâts avec donc l'hémorragie, toujours bien sûr. Et pour ce qui est de Dark Vador, en fait là je lui ai mis une résistance aux ténèbres, parce que je pense que comme c'est lui qui a à chaque fois le plus haut en point de vie, et c'est celui qui est chassé par les ténèbres, plus le fait qu'il a un gameplay qui me paraît très intéressant par la suite sur son arbre technologique dans les ténèbres, je me dis on va peut-être commencer par ça. Voilà, bref, tout ça pour vous dire que j'ai très hâte d'attaquer le prochain scénario.